Analyse du système communiste historique et de la bureaucratie, et ce dans les années 50, qui fut pour lui une période non pas d'isolement, mais comme il l'a dit magnifiquement Michel Contat, de solitude dans la pensée. Il devient, à partir du milieu des années 70, une référence fondamentale dans la réflexion sociopolitique. Alors, grec, Cornelius Castoriadis est arrivé en France, si je ne me trompe, en 1945. En même temps que la galaxie grecque de l'intelligentsia française, c'est-à-dire, je crois, Kostas Papaioannou, Kostas Axelos, Nikos Poulantzas, c'est ça? Poulantzas est venu plus tard. Il est venu plus tard. Il anime depuis le début en 1945 jusqu'à la fin en 1965 la revue Socialisme ou Barbarie. Pas comme je l'ai entendu ici récemment, Socialisme et Barbarie, mais Socialisme ou Barbarie, c'est tout autre chose. Y écrivant parfois d'ailleurs sous des pseudonymes, je me souviens de Pierre Chaulieu, et il me semble que Paul Cardan, c'était aussi Cornelius Castoriadis. Paul Cardan. De 1948 à 1970, il est économiste au secrétariat international de l'OCDE, avant de s'installer comme analyste et d'être élu à l'EHESS, ça je crois que c'est à la fin des années 70. En 1968, il publie avec Edgar Morin et sous le pseudonyme de Coudray, je ne me trompe pas dans les pseudonymes, non, pas de... Et sous le pseudonyme de Coudray, un des meilleurs livres sur les événements de cette année-là, c'est mai 68, La Brèche. Et avec Claude Lefort. Et avec Claude Lefort, qui était dans cette affaire. À partir de 1970, 10-18 publie en plusieurs volumes ses contributions à Socialisme ou Barbarie sur le mouvement ouvrier, la société bureaucratique, etc. À la fin des années 70, il participe à l'aventure intellectuelle dont beaucoup d'entre nous se souviennent, de la revue Libre, avec Abensour, Marcel Gaucher, Claude Lefort, qui lui aussi était passé par Socialisme ou Barbarie. Alors, à côté de son maître ouvrage « L'institution imaginaire de la société » 1975, Cornelius Castoriadis est l'auteur d'autres livres essentiels qui tous approfondissent ce que l'on trouvait dans sa référence centrale, regroupée en une série commencée en 1978, Les Carrefours du Labyrinthe, dont le 5e tome, Faits et affaires, vient de paraître aux éditions du Seuil. Alors, le premier texte de ce dernier volume, qui donne son titre à l'ensemble, Faits et affaires, est exceptionnellement important parce que l'auteur y opère la synthèse de sa pensée depuis les origines de cette même pensée. Les dimensions politiques, philosophiques et psychanalytiques y sont intégrées les unes dans les autres. En effet, la pensée de Castoriadis ne connaît pas de cloisonnement interne. C'est ce point que je vais rapidement essayer de développer. D'où vient la très forte attraction qu'exerce sur le lecteur, en tout cas sur le lecteur que je suis, cette pensée telle qu'elle se contracte dans ce livre Faits et affaires. Je risque une hypothèse. Je distingue dans cette pensée trois faces, politique, psychanalytique, philosophique. Pour cette dernière face philosophique, il y a un grand nombre de puissantes méditations sur la physis, le nomos, la techné, le logos, la vie. Trois faces dont chacune, tout en étant irréductiblement elle-même, exprime également en toute rigueur les deux autres. Son discours politique, par exemple, est indissociablement, donc pas de surcroît, pas par accident, pas par ajout, est indissociablement lié à sa pensée psychanalytique et à sa pensée philosophique. Cette structure d'entre-expression des trois faces de son discours, d'entre-expression totale des différentes faces de la pensée, signe la puissante originalité
de la démarche de Castoriadis dans l'histoire de la philosophie contemporaine. Et je crois également que chacune de ces trois faces peut nous aider. Chacune des trois faces de sa pensée peut nous aider à répondre aux besoins exigeants qui arrivent à nous en cette fin de siècle et de millénaire, en particulier répliquer à la catastrophe anthropologique signalée dans ce livre que constitue depuis le début des années 60 la fabrication d'un homme de plus en plus insignifiant qui correspond au stade de plus en plus conforme, qui correspond au stade actuel du système capitaliste. Donc la pensée de Castoriadis ne se produit pas selon une plate logique d'exposition partie après partie, élément après élément, non. C'est une pensée qui fonctionne sur le mode de l'expression de la totalité d'elle-même dans chacune de ses faces. Et ainsi, au lieu d'avoir trois niveaux ou trois étapes qui seraient exposées les unes en dehors des autres, nous avons trois faces expressives dont chacune est le miroir des deux autres. Au cœur de cette pensée expressive, irradiant chacune de ces faces, se trouve la découverte, dois-je dire la création propre de Castoriadis, le concept entrevu mais vite occulté par Aristote puis par Kant avec son imagination transcendantale, le concept d'imagination radicale. J'avais dit découverte et création, je n'utilise pas le terme d'imagination dans son sens hérité, préviennent Castoriadis. Alors, cela me conduit à la première question que j'aimerais pouvoir lui poser. Pouvez-vous, à partir de l'élucidation du concept d'imagination radicale et dans sa connexion avec vos autres concepts importants comme celui d'autonomie, reconstituer pour nos auditeurs votre démarche? Je vous remercie beaucoup pour cet exposé introductif qui est un peu trop flatteur peut-être, et qui peut-être aussi a dit l'essentiel déjà. Donc il nous reste à faire des commentaires, des notes marginales, des notes en bas de page. Alors sur la notion d'imaginaire, d'imagination, il y a dans la philosophie traditionnelle, comme vous l'avez rappelé, un concept de l'imagination. Il est découvert comme faculté de l'âme humaine par Aristote, qui là-dessus, après avoir dit des choses très importantes, vacille et établit finalement une théorie de l'imagination qui devient le lieu commun de la psychologie traditionnelle et scolaire. Ça reste comme ça, je passe sur quelques vagues figures intermédiaires pendant 22 ans, 21 ans, jusqu'au moment où Kant, en écrivant la critique de la raison pure, découvre lui aussi ce qu'il appellera l'imagination transcendantale comme médiation entre la raison et l'entendement d'un côté et la sensorialité de l'autre. Puis, dans la deuxième édition de la critique de la raison pure, il réduit considérablement le rôle de cette imagination, il le cisaille, et il en fait une puissance subordonnée, entièrement subordonnée à la sensorialité et à l'entendement. C'est le deuxième acte de cette découverte-occultation. Je passe sur Fichte, qui suit la voie de Kant en soulignant encore plus le rôle de l'imagination. Après vient Hegel, qui la néglige tout à fait. Et nous arrivons à une troisième aventure amusante, si je peux dire. C'est qu'en 1927, Heidegger écrit un livre qui s'appelle La découverte, Kant et le problème de la métaphysique. La découverte de l'imagination, c'est le titre d'un article de moi, pardonnez-moi. Bon. Kant et le problème de la métaphysique, où précisément il attire l'attention, pour la première fois à ce point, entre les deux éditions successives de la critique de la raison pure de Kant, constate la réduction considérable du rôle de l'imagination dans la deuxième édition
et, dans son langage assez obscur et même abscon, essaye un peu d'établir un rôle ontologique de cette imagination. Ça se passe en 1927. Puis Heidegger publie Être et temps, il publie Qu'est-ce que la métaphysique, il publie un tas d'autres choses, d'où le terme d'imagination disparaît complètement. Voilà. Il y a donc là quelque chose de très important, et on peut dire la même chose d'ailleurs pour Freud, et là je viens au domaine analytique. Qu'est-ce que c'est que la psychanalyse? Bien sûr, il y a autre chose. Sinon, un corps à corps continuel avec les produits de l'imagination de l'être humain, de son imagination radicale. Les rêves, les symptômes, la pathologie, mais même la vie normale, j'y viendrai, relèvent de cette puissance créatrice qui est constitutive de l'âme humaine. Or, Freud, qui dans toute son œuvre ne parle en fait que de l'imagination du sujet singulier et de ses œuvres, n'utilise jamais le terme imagination, Einbildung, qui était quand même un terme assez respectable dans la philosophie allemande, en particulier depuis Kant. Il parle de fantaisie, de fantasme, etc., etc., et pratiquement jamais, pas pratiquement et littéralement jamais d'imagination. Je crois que, pour résumer un peu, dans ces 4 occultations successives, comme aussi d'ailleurs dans les oscillations de Merleau-Ponty dans son dernier livre, Le visible et l'invisible, j'ai écrit un long article qui est dans le Labyrinthe 5, qui s'appelle Merleau-Ponty et le poids de l'héritage ontologique. On voit une sorte de valse, de tango de Merleau-Ponty avec la notion d'imagination. Tantôt il en parle, tantôt il la réduit, tantôt il dit qu'elle ne produit que des fictions, tantôt il dit qu'elle est irréductible. On ne sait pas ce qu'il dit. Enfin, on sait plus exactement qu'il est sur le point de quelque chose et qu'il hésite. Il y a une raison commune à tout cela, et ça c'est que une fois l'imagination introduite, il faut beaucoup de courage pour éviter l'idée que tout ce que nous pensons est de la pure fiction, ou qu'il n'y a aucune norme, qu'on imagine les normes, donc on peut imaginer d'autres normes, etc., etc., c'est-à-dire ouvrir la voie à ce qui paraît l'arbitraire. Alors, c'est le premier point sur lequel j'ai essayé de rétablir le rôle de l'imagination, notamment en insistant sur le caractère essentiel de la vie psychique humaine, c'est-à-dire ce flux perpétuel de représentation, d'affect et de désir qui ne s'arrête jamais, sauf pendant le sommeil sans rêve, et qui vient interrompre même nos réflexions les plus sérieuses, notre travail, etc., etc., et qui nous inspire parfois des pensées monstrueuses et aussi des désirs monstrueux, mais aussi qui est à la racine de la création humaine singulière, des individus, je veux dire, qui est à la racine de la poésie, de la musique, du théâtre, de tout ce qu'on voudra, et même des grandes idées scientifiques. Ça, c'est le premier point qui concerne l'imagination radicale du sujet humain singulier. Mais si je peux revendiquer une idée vraiment originale dans ce domaine, ce n'est pas l'idée de l'imagination radicale, c'est l'idée de l'imaginaire radical, c'est-à-dire d'une capacité des collectivités humaines de créer des significations qui sont des significations imaginaires sociales et de créer des institutions qui incarnent ces significations et par là même de permettre la socialisation de la psyché humaine, de transformer ce petit
être hurlant qui sort du ventre de sa mère en un individu qui raisonne, un citoyen qui réfléchit, quelqu'un qui a des amis, etc., etc., et qui est aussi à la base des altérations de l'histoire. Exemple, qu'est-ce que c'est que le peuple hébreu? Eh bien, le peuple hébreu, bien sûr, c'est un ensemble d'individus, mais pourquoi ces individus sont des Hébreux et ne sont pas n'importe quoi d'autre? En quoi se distingue-t-il de toutes les tribus pastorales, nomades, dont nous savons qu'elles se promenaient dans le désert entre la Mésopotamie et l'Égypte? Eh bien, il se distingue parce qu'il a créé un Dieu, qu'il a créé d'ailleurs à son image, ça nous le savons depuis longtemps, on l'a dit, et il a doté ce Dieu d'une toute-puissance, il a doté d'un vouloir législateur de la vie humaine, il a doté aussi d'une élection du peuple hébreu, etc. Tout l'Ancien Testament est la création du monde imaginaire propre appartenant à la société hébraïque. Et ça subsiste, comme vous le savez, auprès des Juifs qui aujourd'hui ceux qui continuent d'être vraiment croyants ou au moins observant la loi. Or, à côté pratiquement des Hébreux, vous avez une autre création de l'imaginaire radical. Cette autre création, c'est la création grecque. La création grecque, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vous avez par exemple la constitution de ce qui s'appellera la polis, la cité, qui n'est pas la cité-État, qui est la cité en tant qu'entité politique, qui n'est pas un État, c'est-à-dire la collectivité des citoyens, bien sûr seulement des hommes mâles, libres et adultes, c'est sûr, mais enfin, où pour la première fois on déclare que tous ces citoyens sont égaux, c'est la fameuse isonomie, et que tous doivent participer du pouvoir, et où ils inventent des significations imaginaires sociales qui vont de pair avec cela. Et en même temps, alors cette police est d'abord la création d'une cité comme entité, non pas d'un royaume, et ensuite, 2 ou 3 siècles plus tard, devient une cité démocratique à Athènes en particulier. Et pendant ce temps aussi commence, et c'est là le propre de la création grecque, une mise en question du monde hérité, des représentations héritées de la tribu. Par exemple, Héraclite déclare déjà que les dieux dont parle Homère, c'est des affabulations pures, que les dieux ne peuvent pas être comme ça, etc. Commence une enquête que nous appellerons rationnelle, commence une mise en question, qui d'ailleurs trouve son pendant au niveau politique par la mise en question des anciennes institutions, aristocratiques ou autres, de telle sorte que naît en même temps la philosophie, qui contient à ce moment-là aussi ce que nous appellerons par la suite la science, avant que celle-ci se sépare de la philosophie. Bon, donc ces deux créations sont là, et ces deux créations seront reprises, répétées et amplifiées par le monde moderne, j'y viens dans une seconde. Mais je voudrais d'abord insister sur cela. Or, bon, il y a un grand historien italien qui s'appelle Armando Momigliano, qui est mort maintenant, qui était juif, peu importe, enfin, tant mieux, comme vous voudrez, qui a écrit beaucoup de livres très importants, et qui a écrit aussi un livre sur les Grecs et les barbares dans l'imagination grecque. Et dans ce livre, il constate avec étonnement que les Grecs, Hérodote par exemple, déjà, mais d'autres par la suite, qui ont décrit les mœurs, les coutumes, les lois, les dieux de tous les peuples qu'ils connaissaient, ou ils essayaient de les décrire, et d'ailleurs sur un ton très objectif. Hérodote par exemple dit que chaque peuple a les lois qui lui conviennent et qu'il est fou d'essayer de comparer ou critiquer ces lois. Bon, cette espèce de capacité de reconnaître les sociétés autres va de pair avec la mise en question de ses propres institutions, c'est-à-dire c'est l'idée que les institutions c'est une œuvre humaine et non pas divine. Mais les Grecs ne s'intéressèrent jamais aux Hébreux.
De même, on peut dire que les Hébreux ne s'intéressèrent jamais aux Grecs. Pourquoi? Eh bien, parce que malgré ce qui s'est passé par la suite, et malgré les efforts des théologiens des premiers siècles, ces deux mondes, ces deux imaginaires sont comme l'eau et l'huile, n'est-ce pas? Il est impossible de les mélanger. Les théologiens ont essayé de les barater ensemble, de faire une sorte de mayonnaise aqueuse, de trouver dans la philosophie grecque les antécédents de la religion chrétienne, etc. Tout cela ne tient pas debout, on peut en discuter si vous voulez. Et la même chose est vraie du point de vue des Hébreux ou des chrétiens pour le monde grec proprement dit. C'est donc, alors on peut étendre cette discussion, on peut considérer les myriades de sociétés primitives que décrivent les ethnologues. Vous verrez que chacune se constitue un monde propre, vit dans ce monde-là et considère les autres sociétés, ça dépend, comme étranges, inférieures, barbares, diaboliques, tout ce que vous voudrez. Bon. Voilà ce que je considère mon apport essentiel dans la théorie de la société et de l'histoire, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un imaginaire radical instituant dans les communautés humaines, qu'autrement on ne peut pas comprendre ni l'existence ni la naissance du langage, ni même des institutions. Il y a eu des tentatives pour expliquer les institutions. Elles ne résistent pas au moindre examen, qu'il s'agisse de Freud avec Totem et Tabou, de Hobbes ou de n'importe qui d'autre. Par exemple, la plupart de ces théories de la constitution de la société, de la création d'institutions, présupposent que ceux qui créent ces institutions sont des êtres humains déjà hominisés, humanisés, qu'ils ne sont pas des psychés qui chacune vit dans la mégalomanie, dans la toute-puissance fantastique, qui ne veut accomplir que son désir, pour lequel tout obstacle est à éliminer, etc., etc. Il faut des individus socialisés pour créer une société. Donc la création de la société n'est pas une œuvre d'individus nommément désignés, c'est l'œuvre du collectif. Nous ne pouvons pas aller plus loin. La même chose est vraie pour le langage. Ça, vous l'imaginez tout de suite qu'il est impossible d'imaginer un monsieur qui aurait eu un jour l'idée du langage et puis qui ensuite aurait ramassé les autres, rassemblé les autres dans une clairière de la jungle primitive et leur aurait dit: vous savez, on serait tous beaucoup mieux si on arrivait à se parler. Et les autres auraient compris ce qu'il a dit. Ils auraient dit, oui, tu as raison, ils auraient voté pour ce langage. N'est-ce pas? C'est une absurdité évidente. Bon. Donc, il y a toutes ces sociétés qui sont chacune un monde propre, avec ses dieux, sa naissance de l'univers, les règles de mariage, les règles de la bienséance, les manières de table, les lois, etc., etc. Alors, toute cette création reprend en Europe occidentale, après un long intervalle dû à la victoire du christianisme, mais déjà à partir du Xe, XIe siècle, dans les premières cités de l'Occident, on voit une proto-bourgeoisie qui essaye de se rendre indépendante aussi bien des féodaux que des rois et que de l'Église. C'est-à-dire essaye de s'autogouverner. Je ne vais pas faire l'histoire de cela. Là commence un long mouvement qui connaît plusieurs moments, qui reprend avec la Renaissance, qui reprend ensuite avec les Lumières, reprend avec les grandes révolutions du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle, qui donne naissance au mouvement démocratique, au mouvement ouvrier révolutionnaire, plus récemment au mouvement féministe, au mouvement écologiste, au mouvement des minorités, c'est-à-dire un courant puissant de contestation des lois établies, notamment du pouvoir de certains sur les autres, et cette lutte a duré pendant ces 8 siècles, ou en tout cas pendant les 2 derniers siècles, elle a pris une puissance considérable. Elle est aujourd'hui, il faut le dire, dans une phase d'atonie, mais ça peut-être on pourra discuter par la suite.
Voilà ce que je voulais dire pour ce qui est de l'imagination radicale et de l'imaginaire radical. Mais vous voyez tout de suite que ces deux idées conduisent à une autre idée qui est tout aussi importante et je crois tout aussi nouvelle du point de vue philosophique, c'est-à-dire l'idée de la création. L'idée que l'être est création, il est création-destruction, il est création-destruction et répétition, mais il ne peut pas y avoir de répétition que si quelque chose a été déjà posé. Autrement, on vivrait toujours dans le même instant, ou on vivrait toujours dans un éternel retour des mêmes formes, Or, ce n'est pas le cas, il y a des nouvelles formes qui apparaissent, et ça, on ne peut pas l'appeler autrement que création. C'est ça d'ailleurs qui caractérise le véritable temps, non pas le temps de la physique élémentaire, mais le temps de l'être, le temps du monde, si vous voulez, dans lequel il y a en effet aussi sous d'autres formes de la création, par exemple sur Terre, la création de la vie, qui n'est pas l'œuvre de Jéhovah, qui n'est pas l'œuvre d'un Dieu, qui est une émergence spontanée qui fait passer de la matière organique à la matière organisée, et cette matière organisée, du point de vue physique, n'a pas de sens et n'existe pas. Elle n'existe pas, nous sommes tous des quarks et des gluons du point de vue physique, c'est tout. Ou alors des électrons et des atomes, ou alors des molécules, mais pas plus. Bon. Mais là, précisément, il y a un nouveau niveau d'être qui apparaît. C'est le niveau du vivant. Et par la suite, il y a un autre niveau d'être qui apparaît, qui est le niveau de l'humain, avec ses deux pôles, le psychique et le social. Et cette idée de création, donc, qui est abhorrée par les philosophes, parce que ou bien elle est considérée comme obscène, ou bien elle est attribuée comme attribut unique à Dieu, c'est une idée ontologique et philosophique, à mes yeux, tout à fait fondamentale, et qui seule rend compte d'une série d'aspects de l'être dont on pourra discuter, si vous voulez, plus amplement par la suite. J'ai une seconde question à vous poser qui va nous forcer à approfondir ce que vous venez de dire et à préciser dans la contemporanéité. D'une façon générale, l'imagination radicale dans les trois sphères dont vous avez parlé, qui sont celles de la vie, de la psyché et de la société, crée à chaque fois ce que vous appelez un monde propre, un monde pour soi qui se caractérise par la clôture. Dans la dimension sociale historique, avec les Grecs une première fois, vous en avez parlé, puis après des siècles d'obscurantisme chrétien avec l'Europe une seconde fois, est apparu ce que vous nommez le projet d'autonomie. Celui-ci est commun à l'analyse, la psychanalyse et à la politique. Pouvez-vous élucider cette idée et en même temps, malgré son occultation depuis les années 60, pouvez-vous nous dire où en est ce projet et comment on peut envisager son avenir ou son développement? Par ailleurs, ce projet s'est pour vous incarné à une époque dans la forme du conseil, de la démocratie directe conseilliste. Vous continuez dans ce livre de critiquer, en vous appuyant sur Rousseau, la représentation. Qu'en est-il aujourd'hui de cette forme politique-là, ou là aussi, quel devenir on peut envisager pour elle? Alors, pouvez-vous répondre à cette question en vous appuyant sur la distinction très intéressante que vous proposez entre oikos, sphère privée de l'activité humaine, agora, sphère publique privée, et ecclésia, sphère publique. Au fond, et pour faire très simple, après un détour, eu égard à ce projet d'autonomie, ma question serait, sur le plan politique, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui est à faire? Oui, pas mal de choses sont faites, mais l'essentiel reste à faire, ça c'est certain. Mais je voudrais d'abord reprendre le terme d'autonomie sur les deux niveaux que vous avez mentionnés, et même sur les trois. Parce qu'il y a l'autonomie au sens psychanalytique, il y a l'autonomie au sens politique, il y a l'autonomie au sens de la pensée. Et la philosophie n'est pas philosophie si elle n'exprime pas une pensée autonome.
Qu'est-ce que ça veut dire autonome? Autonome, ça veut dire autos nomos, qui se donne à soi-même sa loi, n'est-ce pas? En philosophie, c'est clair. En philosophie, se donne à soi-même la loi, ça veut dire qu'on pose des questions et qu'on n'accepte aucune autorité. Et ni même l'autorité de sa propre pensée antérieure. C'est là d'ailleurs que le bas blesse un peu, parce que très souvent, les philosophes, presque la plupart du temps, construisent des systèmes fermés comme des œufs, voire Spinoza, voire même Aristote un peu, voire Hegel surtout, bon, ou en tout cas restent auprès de certaines formes qu'ils ont créées et n'arrivent pas à les remettre en question. Peu d'exemples du contraire, Platon en est un, Freud en est un autre dans le domaine de la psychanalyse, bien qu'il n'était pas philosophe, mais enfin. Donc, autonomie dans le domaine de la pensée, c'est l'interrogation illimitée qui ne s'arrête devant rien et qui se remet elle-même constamment en cause. Cette interrogation n'est pas une interrogation vide, parce qu'une interrogation vide ne signifie rien. Pour avoir une interrogation qui fait sens, il faut déjà qu'on ait posé comme provisoirement incontestable un certain nombre de termes. Autrement, il reste un simple point d'interrogation ou un « Ah !» Bon, c'est pas une interrogation philosophique, c'est une interrogation philosophique, elle est articulée, quitte à revenir sur les termes à partir desquels elle a été articulée. Qu'est-ce que ça veut dire l'hétéronomie en politique? Comme vous l'avez sans doute senti quand je parlais tout à l'heure, presque toutes les sociétés humaines sont instituées dans l'hétéronomie. Ça veut dire, bien que toutes elles créent elles-mêmes leurs institutions, elles incorporent dans cette institution l'idée incontestable pour les membres de la société que cette institution n'est pas œuvre humaine, n'a pas été créée par les humains, en tout cas pas par les humains qui sont là en ce moment. Qu'elle a été créée par les ancêtres, par les héros, par les dieux, par les esprits, par Dieu, mais elle n'est pas œuvre humaine. Avantage considérable de cette clause tacite, et même pas tacite par exemple, non, encore une fois la religion hébraïque, le don de la loi par Dieu à Moïse est décrit, explicité, il y a des pages et des pages dans l'Ancien Testament qui décrivent par les détails toute la réglementation que Dieu a fournie à Moïse, qui ne concerne pas seulement les 10 commandements, elle concerne, je ne sais pas si vous les avez lus, il faut lire l'Ancien Testament, c'est un livre très important, elle concerne tous les détails de la vie, n'est-ce pas? Bon. Et ça, il n'est pas question de le contester, parce que le contester signifie contester soit l'existence de Dieu, soit la véracité de Dieu, soit sa bonté, soit sa justice. Or, tout cela, c'est des attributs de Dieu consubstantiels à Dieu. Et la même chose pour d'autres sociétés. Sous différentes formes, je prends l'exemple hébraïque parce qu'il est le plus clair. Or, quelle est la grande rupture qu'introduisent sous une première forme la démocratie grecque, puis sous une autre forme, comme je l'ai dit, plus ample, plus généralisée, les temps modernes, surtout avec les révolutions et les mouvements démocratiques révolutionnaires qui ont suivi, c'est précisément que nous créons nos lois et donc nous pouvons aussi les changer. Les lois grecques anciennes commencent toutes par la clause Edoxe te boulé kaeto debo, il a semblé bon au conseil et au démos, c'est-à-dire au peuple, il a semblé bon. C'est pas il est bon, c'est pas il est vrai que, c'est ce qui a semblé bon à ce moment-là au conseil et au peuple et suit le texte de la loi. Et dans les temps modernes, bon, vous avez dans les constitutions par exemple, l'idée, enfin exprimée formellement, de la souveraineté du peuple. Par exemple, la Déclaration des droits de l'homme française dit, en préambule, la souveraineté appartient au peuple, qu'il exerce soit directement, soit par le moyen de ses représentants. Le soit directement a disparu par la suite, donc cette souveraineté est exercée par le moyen des représentants, et j'y reviendrai là-dessus. Alors,
Il y a donc l'autonomie politique, et cette autonomie politique, c'est de savoir qu'on crée ses propres institutions et d'essayer de poser ces institutions en connaissance de cause, dans la lucidité, après délibération collective, etc. Ça, c'est ce que j'appelle l'autonomie collective, qui a comme pendant absolument inéliminable l'autonomie individuelle. Une société autonome ne peut être formée que par des individus autonomes, et des individus autonomes ne peuvent vraiment exister que dans une société autonome. Le pourquoi, il est assez facile de le voir, parce qu'un individu autonome, c'est un individu qui n'agit que, autant que c'est possible, après réflexion et délibération, et s'il n'agit pas comme ça, il ne peut pas être un individu démocratique, qui appartient à une société démocratique. Et en quel sens un individu autonome dans une société comme je la décris est-il libre? En quel sens sommes-nous libres aujourd'hui? Nous avons un certain nombre de libertés qui ont été établies comme des produits ou des sous-produits des luttes révolutionnaires et autres du passé, mais ces libertés sont non pas formelles, comme le disait Marx, à tort. C'est pas formel qu'ici on peut se réunir, que personne ne vient nous embêter, que nous pouvons dire ce que nous voulons, c'est pas formel, mais c'est partiel, c'est défensif, c'est pour ainsi dire passif. La vraie, comment je puis être libre si je vis dans une société sous une loi qui est commune à tous? Ça apparaît comme une contradiction insoluble et ça a conduit beaucoup, comme Stirner par exemple, à dire que ça ne peut pas exister, ou certains, comme des tendances anarchistes, de dire que la société libre signifie l'abolition complète de tout pouvoir, de toute loi, etc., avec le sous-entendu qu'il y a une bonne nature humaine qui surgira à ce moment-là, qui pourra se passer de toute règle extérieure, ce qui est, à mon avis, une utopie incohérente. Bon, mais je peux dire que je suis libre dans une société où il y a des lois si j'ai eu la possibilité effective, pas formelle, de participer à la discussion, à la délibération et à la formation de ces lois. Cela veut dire que le pouvoir législatif doit appartenir effectivement à la collectivité, au peuple. J'y reviendrai un peu à propos de la représentation dont vous m'avez demandé de dire deux mots. Alors, enfin, cet individu autonome est aussi l'objectif essentiel d'une psychanalyse bien comprise. Alors là, nous avons une problématique tout à fait relativement différente, parce que bien sûr, un être humain est en apparence un être conscient, mais aux yeux d'un psychanalyste, il est surtout son inconscient. Et cet inconscient, généralement, il ne le connaît pas. C'est ça que ça veut dire, d'ailleurs, inconscient. Et c'est pas seulement qu'il ne le connaît pas parce qu'il est paresseux, ça veut dire qu'il ne le connaît pas parce qu'il y a une barrière qui l'empêche de le connaître, et c'est la barrière du refoulement. Nous naissons, par exemple, en tant que ce que j'appelle des monades psychiques, qui sont pénétrées par l'idée de leur toute-puissance, qui ne connaissent pas de limite ou ne reconnaissent pas de limite à la satisfaction de leurs désirs, pour lesquels si l'autre est un obstacle, cet autre doit disparaître, etc., etc. Et nous terminons par être des individus qui acceptent tant bien que mal l'existence des autres, bien que très souvent ils formulent des vœux de mort à leur égard, mais enfin ils ne les réalisent pas la plupart du temps, qui acceptent que le désir des autres a les mêmes titres à être satisfait que le mien, etc., etc. Mais cela se produit en fonction d'un refoulement fondamental qui renvoie dans l'inconscient toutes ces tendances profondes de la psyché et toutes ces créations aussi, la plupart de ces créations, de son imagination radicale. Bon.
Or, une psychanalyse implique que l'individu, moyennant le processus psychanalytique, est amené à pénétrer cette barrière de l'inconscient, à explorer autant que possible son inconscient, à filtrer ses pulsions inconscientes et à ne pas agir sauf après réflexion et délibération. C'est cet individu autonome qui est la fin, au sens de la finalité, au sens de la terminaison d'un processus psychanalytique. Or, si nous faisons la liaison avec le plan politique, c'est évident que nous avons besoin d'un tel individu, mais c'est évident aussi que nous ne pouvons pas soumettre la totalité de l'individu et de la société à une psychanalyse. Bon. D'où le rôle énorme de l'éducation et une réforme radicale de l'éducation qui est nécessaire, une pédaïa, comme disaient les Grecs, démocratique vraiment, mais aussi une pédaïa de l'autonomie, une éducation pour l'autonomie et vers l'autonomie qui amène ceux qui sont éduqués, qui ne sont pas seulement les enfants d'ailleurs, à s'interroger constamment s'il agit en connaissance de cause ou emporté par une passion ou par un préjugé, etc., etc. Je dis pas seulement les enfants, parce que l'éducation d'un individu, au sens d'une démocratie en tout cas, est une entreprise qui commence avec la naissance de cet individu et qui ne s'achève qu'avec sa mort. Tout ce qui se passe pendant la vie de l'individu continue à le former et à le déformer. Et par exemple, l'éducation essentielle que la société contemporaine fournit à ses membres, c'est d'un côté, dans les écoles et les collèges et les lycées et même les universités, une éducation instrumentale, c'est-à-dire essentiellement pour apprendre une occupation professionnelle, et de notre côté, l'éducation dont vous bénéficiez tous les soirs, à savoir les âneries que diffuse la télévision. Rousseau vous disait, vous le savez, que les Anglais à son époque croient qu'ils sont libres parce qu'ils élisent leurs représentants tous les 5 ans. Oui, ils sont libres, mais un jour sur 5 ans. Or, Rousseau, en disant ça, il sous-estimait son cas. Parce qu'il est évident que ce jour sur 5 ans, on n'est pas libre. On n'est pas libre pourquoi? Parce qu'on a voté pour des candidats présentés par des partis, on ne peut pas voter pour n'importe qui, et on a à voter à partir de toute une situation réelle qui a été fabriquée par le Parlement précédent et qui pose les problèmes et les termes dans lesquels ces problèmes peuvent être discutés, et qui, par là même, impose des solutions, ou du moins un dilemme de solutions, un dilemme entre deux solutions, qui très souvent ne correspondent pas aux vrais problèmes, qui très souvent, la plupart du temps, sont biaisés, etc. Plus généralement, la représentation signifie l'aliénation de la souveraineté des représentants des représentés vers les représentants. Le Parlement n'est pas contrôlé, il est contrôlé au bout de 5 ans avec une élection, mais voyez ce qui se passe. Enfin, la grande majorité du personnel politique est pratiquement inamovible. En France, un peu moins, ailleurs, beaucoup plus. Aux États-Unis, par exemple, les sénateurs sont en fait des sénateurs à vie, et ça viendra aussi en France, ne serait-ce que parce que pour être élu aux États-Unis, il faut à peu près 3 ou 4 millions de dollars comme sénateur. Qui vous donne ces 4 millions de dollars? C'est pas les chômeurs et les SDF, c'est les firmes, etc. Et pourquoi ils vous les donnent? Pour que vous, ensuite, vous soyez d'accord avec le lobby qu'elles ont à Washington pour voter les lois qui les avantagent et ne pas voter les lois qui les désavantagent. Et ça, c'est la voie des sociétés modernes, et on le voit déjà se faire en France, en fonction de tous les scandales et malgré toutes les prétendues dispositions prises pour contrôler la corruption. C'est-à-dire la corruption des politiciens dans les sociétés modernes est devenue un trait
systémique, un trait structurel. C'est pas une anecdote, c'est pas Stavisky, c'est pas un gros coup fait par quelqu'un, c'est incorporé dans le fonctionnement du système qui ne peut pas travailler autrement. Alors, l'avenir de ce projet de l'autonomie, l'avenir de ces projets de l'autonomie, je peux très peu parler là-dessus. Je peux très peu parler parce que cela dépend de l'activité de l'énorme majorité des êtres humains. On ne peut plus parler en termes d'une classe privilégiée, qui serait par exemple le prolétariat industriel, qui est devenu extrêmement minoritaire dans la population. On peut dire par contre, et c'est ce que je dis, que toute la population, sauf 3%, aurait un intérêt personnel à la transformation radicale de la société dans laquelle elle vit. Mais ce que nous observons depuis maintenant une quarantaine, une cinquantaine d'années, c'est le triomphe de la signification imaginaire capitaliste, c'est-à-dire d'une expansion illimitée, d'une prétendue maîtrise prétendument rationnelle, et l'atrophie, l'évanescence de l'autre grande signification imaginaire des temps modernes, c'est-à-dire de l'autonomie. Alors, est-ce que ça c'est durable, est-ce que c'est passager, combien durable, etc. On ne peut pas le dire, en tout cas je ne fais pas métier de prophétie dans ce genre d'affaires. La société actuelle n'est certainement pas une société morte, on ne vit pas dans Byzance ou dans Rome du 5e siècle après Jésus-Christ. Il y a toujours quelques mouvements, il y a des idées qui sortent, qui circulent, des réactions, etc., etc. Elle reste très minoritaire et très fragmentée par rapport à l'énormité des tâches qui sont devant nous, mais je crois je tiens pour certain que le dilemme que dans le temps nous formulions, en reprenant d'ailleurs des formules de Trotsky, de Rosa Luxembourg et de Marx, socialisme, barbarie, continue à être vrai, à condition évidemment de ne pas confondre le socialisme avec les monstruosités totalitaires qui existaient en Russie, ni même avec les idées principales de l'organisation de la société qui existait là-bas, qui était totalitaire, où l'économie était organisée en dépit du bon sens, était désorganisée, etc., etc. Bon, la culture était asservie et tout le reste. Pourquoi cela ? Parce que de plus en plus, on voit se développer dans la société contemporaine un type d'individu qui n'est plus le type d'individu d'une société démocratique ou d'une société où on peut lutter pour plus de liberté, c'est-à-dire un type d'individu qui est privatisé, comme je l'écris depuis 1960, qui est enfermé dans son petit milieu personnel, qui est devenu cynique par rapport à la politique. D'ailleurs, les gens, quand ils votent aujourd'hui, ils votent cyniquement. Ils votent cyniquement en sens qu'ils ne croient pas au programme qu'on leur présente. Mais ils considèrent que X ou Y est un moindre mal par rapport à ce qu'était Y ou X dans la période précédente. Il y aura un tas de gens qui voteront Jospin sans doute en 98, non pas parce qu'ils adorent Jospin ou parce qu'ils sont éblouis par ses idées, ce serait étonnant, mais simplement parce qu'ils sont dégoûtés par la situation actuelle. Bon. La même chose d'ailleurs s'est passée auparavant, où les gens ont été dégoûtés par 14 ans de prétendu socialisme dont le principal exploit a été d'introduire le libéralisme le plus effréné en France et de commencer à démanteler ce qu'il y avait comme conquête sociale dans la période précédente. Alors voilà, quant à la distinction que vous avez mentionnée, je crois que ça vaut la peine de dire deux mots. On peut dire, je crois, que toute société, du point de vue de l'organisation politique, connaît une articulation en trois parties. Une partie, c'est ce que les Grecs auraient appelé oikos, c'est-à-dire la maison, la famille, c'est-à-dire la vie privée. Bon. Une autre partie, c'est l'agora, c'est-à-dire c'est l'endroit public-privé où les individus se rencontrent, où ils
discute, où il forme des associations, il peut former même des entreprises, le cas échéant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut former, où on donne des représentations de théâtre, privées ou subventionnées, peu importe, mais pas publiques. Et une autre, c'est l'ecclésia, c'est le terme grec ancien, c'est-à-dire, c'est le lieu public, le pouvoir, le lieu où s'exerce, où existe, où est déposé et où s'exerce le pouvoir politique. Or, la relation entre ces trois sphères ne doit pas être, établie de façon fixe et rigide, elle doit être articulée, elle doit être souple, mais ces trois sphères ne peuvent pas être radicalement séparées. Par exemple, le libéralisme actuel prétend qu'on peut séparer entièrement le domaine public du domaine privé et même du domaine privé-public. Or ça, c'est faux. Il n'y a pas de budget qui n'intervient pas dans la vie privée-publique et même dans la vie privée. Bon, c'est un signe parmi tant d'autres. De même, il n'y a pas de pouvoir qui ne soit pas obligé d'établir un minimum de lois restrictives, par exemple de dire que le meurtre est interdit et qu'il y a des sanctions, peu importe ce que seront ces sanctions. Bon. Ou qui dit, en effet, il faut peut-être subventionner les théâtres ou subventionner l'édition, ou il ne faut pas la subventionner, peu importe. Donc il y aura là aussi une espèce de jeu entre le pouvoir public et l'agora, c'est-à-dire la communauté, ce qu'on appelle maintenant, depuis Hannah Arendt, mais c'est une confusion, la société civile, n'est-ce pas ? Voilà, et je crois que ce n'est que dans un régime vraiment démocratique qu'on peut essayer d'établir une véritable articulation correcte de ces trois sphères qui préserve au maximum la liberté privée, qui préserve au maximum la liberté de l'agora, c'est-à-dire des activités publiques, des communes des individus, et qui fasse participer tous au pouvoir public, alors qu'aujourd'hui, par exemple, ce pouvoir public appartient à une oligarchie et son travail est clandestin, en fait, parce que les décisions essentielles sont toujours prises dans la coulisse. Voilà. Je vais vous poser une dernière question, après je m'effacerai. Au profit de la salle, je ramasse un javelot que vous avez lancé et je vous le remets dans les mains. C'est sur l'analyse ou la psychanalyse. J'aimerais que vous puissiez préciser votre position théorique et pratique dans le champ contemporain de l'analyse. Vous avez dans votre livre des attaques très fortes, très précises et très justes contre tout ce qui tourne autour de Lacan, notamment de belles pages sur la réduction de l'inconscient au langage que l'on trouve chez Lacan. Alors l'analyse dont vous dites qu'elle a comme but, comme fin de l'analyse, quelque chose de très analogue au but de la politique, créer des institutions qui intériorisées permettent l'accès à l'autonomie et à celui de la pédagogie, l'autonomie. Alors cette fin-là, donnée à l'analyse, en fait d'ailleurs une praxis, si je suis votre vocabulaire, plutôt qu'une pratique, puisque vous dites que la praxis est l'activité qui considère autrui comme pouvant être autonome et qui tente de l'aider à accéder à cette autonomie. Alors j'aimerais que cet aspect-là, que votre position soit précisée, et par ailleurs, dans le très beau chapitre que vous consacrez à Pierre Olagnier, vous suggérez que la psychose est un carrefour, un des carrefours où s'articulent un grand nombre de vos questions. C'est très très beau ce chapitre sur Olagnier, je le recommande à tout le monde. Un de ces carrefours où s'articulent beaucoup de vos questions, pouvez-vous en parler à nos auditeurs ? Oui, c'est là peut-être la question la plus difficile parce qu'elle est la plus spécialisée. Je ne sais pas si j'arriverai à maintenir l'intérêt de l'auditoire. Bon, la psychanalyse, perspective théorique et perspective pratique. Perspective théorique d'abord. Il y a l'œuvre de Freud qui est immense et qui, dans ses aspects proprement psychanalytiques,
à mon avis, contient des acquis, pour autant qu'on peut utiliser ce terme, définitif. Par exemple, l'inconscient, par exemple, les pulsions, par exemple, le fait que les rêves et les symptômes ont un sens et que ce n'est pas des scories du fonctionnement psychique. Bon. Par exemple, le rôle fondamental de la sexualité, par exemple, la sexualité infantile. Bon. Tout cela, je le considère comme acquis. Mais je ne crois pas que le travail théorique dans le domaine psychanalytique se termine avec cela. J'essaye moi-même de le pousser autant que je peux. Je ne veux pas parler de ce qui se fait par ailleurs, ni même de Lacan, sauf si quelqu'un insiste là-dessus, parce que je crois que... Bon, j'ai écrit les critiques que j'avais à faire, surtout dans le Labyrinthe 1, dans le premier carrefour du Labyrinthe. Je reproche à Lacan, bien sûr, cette espèce de réduction de l'inconscient au langage, alors que le langage est par excellence une institution sociale et que l'inconscient ne connaît pas, comme le disait Freud, des représentations de mots, il ne connaît que des représentations de choses, et que c'est précisément en accédant au langage que la monade psychique, ce qui est au départ quelque chose de fermé, tout à fait fermé sur lui-même, petit à petit a accès au monde social et aux significations sociales qui sont véhiculées par le langage et que petit à petit il intériorise et ainsi devient membre d'une société déterminée. Il l'intériorise tellement d'ailleurs qu'il est capable de se sacrifier pour cette société, comme ça a été toujours le cas dans l'histoire. Nous sommes peut-être dans la première période dans l'histoire où les gens ne sont plus tellement enthousiastes pour partir en guerre contre leurs voisins. Hein. La règle générale, ça n'a pas été ça. Ça a été le contraire. Bon. Alors, il y a cette faiblesse, il y a l'abus extraordinaire et pervers des patients, avec les séances arbitrairement courtes, non pas de durée indéterminée, mais des durées très déterminées et très courtes. Lacan n'a jamais fait des séances de 1h30, il a toujours fait des séances de 5 ou 10 minutes, bon, etc., etc. Et je ne veux pas parler des autres tentatives théoriques qui ont été faites. Il y en a eu qui sont importantes, Mélanie Klein par exemple, Winnicott, Pierre Aulagnier que vous avez mentionné, Bion. Il y a d'autres qui sont simplement du commentaire, comme beaucoup de choses qui se font à notre époque. Je veux dire deux mots des directions dans lesquelles moi, je veux continuer l'élaboration de la théorie psychanalytique. D'abord, il y a cette idée qui est, si je peux dire, un amont de l'inconscient de Freud, c'est-à-dire l'idée d'une monade psychique, l'idée que le monde psychique, enfin la psyché avec laquelle naît l'être humain, est fermée sur elle-même, est absolument égocentrique, et elle vit dans l'illusion, enfin dans l'illusion qui est une réalité pour elle de la toute-puissance, elle ne reconnaît pas les autres, etc. Et elle ne peut être amenée à une existence sociale que par une socialisation dans laquelle le rôle essentiel, c'est évidemment le rôle de la mère. Ça a été un peu méconnu par Freud, qui a considéré ça comme allant de soi. Or, il est évident que la mère, auprès du nouveau-né, n'est pas simplement un mammifère produisant du lait, n'est-ce pas ? Aussi important que soit le lait pour le nourrisson. La mère, auprès du nourrisson, est le délégué de 3 millions d'histoires d'hominisation en même temps que de la société présente telle qu'elle existe. Tout cela est incorporé dans cet être, dans ses moindres gestes, dans les mots qu'il dit, etc., etc. Bon. Et c'est comme ça que continue l'humanité, c'est parce qu'il y a ce médiateur. Et si ce n'est pas la mère, quelqu'un qui tient lieu de mère, et s'il n'y a personne, alors on a ce qu'on appelle les maladies psychiques des enfants institutionnalisés, etc. Bon. Ou psychotiques, ou anorexiques, ou tout ce que vous voulez. Donc il y a cette direction dans laquelle il y a à avancer,
Il y a une autre direction qui est la fameuse question éternelle de la philosophie de l'âme et du corps. Je pense que l'inconscient freudien n'est qu'une partie de l'inconscient humain, qui a une sorte d'inconscient corporel qui nous est pratiquement insaisissable, mais qui est là. Le corps n'est pas une machine. Un corps animé est un corps animé, c'est-à-dire il y a une partie, ou plutôt une dimension de l'âme qui est incorporée, bien sûr, carrément incorporée, comme il y en a une autre qui est indépendante presque de cette incorporation. C'est là tous les mystères, et je crois qu'il y a un travail énorme à faire sur cette question. Et il y a aussi toute la question de la socialisation, et en particulier des variétés d'individus humains qui sont produits par des types différents de socialisation dans des sociétés différentes. Et enfin, il y a beaucoup d'autres choses, mais il y a aussi le rôle qu'une éducation éclairée psychanalytiquement pourrait jouer dans la constitution d'individus autonomes et démocratiques. Voilà pour le plan théorique. Maintenant, pour le plan pratique, la situation est beaucoup plus difficile. Freud avait établi... bon, il est facile de dire... Enfin, il est facile. La question de la fin de l'analyse a toujours torturé les analystes. Freud y revient 50 fois. Qu'est-ce qu'on veut faire avec quelqu'un qui est en analyse? Vers quoi on veut le conduire? Est-ce qu'on veut le conduire quelque part? Est-ce qu'il faut le laisser entièrement se conduire lui-même, etc. Bien sûr, c'est la deuxième réponse qui est la bonne, mais elle n'est pas étanche, au sens que le psychanalyste est là et qu'il joue quand même un rôle, qu'il ne peut pas ne pas jouer un rôle. Le silence total du psychanalyste est une escroquerie. Bon, le psychanalyste est là pour interpréter ou pour aider le patient à interpréter lui-même ses rêves, ce qui lui arrive, etc., etc. C'est pour ça que la psychanalyse est une praxis. Le psychanalyste est là pour aider l'autre, pour voir dans l'autre un être potentiellement autonome et l'aider dans l'acquisition par des moyens autonomes, évidemment, de son autonomie. Bon. Alors, donc la question de la fin de l'analyse, c'est, pour moi résolu, c'est l'autonomie du patient dans le sens où on l'a dit. Je passe sur des cas pratiquement très importants, mais théoriquement moins importants si j'ose dire, c'est-à-dire le cas où les patients ne peuvent pas aller jusque-là, ou ne veulent pas aller jusque-là, mais demandent quand même une sorte d'assistance psychique. Bon. Freud disait, il faut admettre qu'il y a des cas où nous devons remplacer l'or pur de l'analyse par le vil plomb de la psychothérapie. Eh ben, c'est vrai, il y a des gens qui souffrent, qui ont besoin d'un soutien et qui, par ailleurs, ne peuvent, ne veulent, ne sont pas en mesure d'entreprendre une psychanalyse. Quant à ce qui est de la pratique au sens le plus terre-à-terre de la psychanalyse, il faut dire que la situation est très difficile. Nous en sommes toujours, à mes yeux, devant les apories qui étaient celles de Freud, c'est-à-dire, est-il raisonnable de proposer à quelqu'un un traitement, une cure, un processus analytique dont on ne peut pas fixer la durée d'avance, évidemment, ça c'est clair, mais dont on sait dans la pratique qu'il a une durée considérable, 4 ans, 5 ans, au moins. Bon. Alors, il y a eu plusieurs tentatives pour essayer d'abréger le processus psychanalytique. Toutes ces tentatives ont échoué, ou alors ont complètement défiguré la psychanalyse, parce que toutes, elles ont passé, et elles ne pouvaient pas passer par ailleurs, par une intervention accrue du psychanalyste dans le processus psychanalytique. Or, un psychanalyste qui intervient de plus en plus dans le processus psychanalytique n'est plus un psychanalyste, il devient un confesseur, guide de conscience, gourou, je ne sais pas, un charlatan, partenaire corporel peut-être, je n'en sais rien, mais ce n'est plus un psychanalyste. Voilà. Donc, de ce point de vue, effectivement, il y a une grande difficulté qui est toujours devant nous en psychanalyse.
Voilà. Je crois qu'il est... Je suis persuadé que parmi toutes les personnes qui sont là, on va vouloir vous interroger. Il y a un micro qui se promène. Il y a deux micros qui se promènent. La tournée de Jules César a remporté tous les micros du salon. Il nous en reste deux de plus que ici. Le balcon ne disposera pas de micro. Si vous posez des questions, essayez de condenser. Et la question sera reprise par Robert Leclerc pour la salle d'en bas. Voilà, merci. Si je l'entends. Je rassemble mes esprits là, je suis intimidée finalement de commencer. Je n'entends rien. Mais on peut balader celui-ci. Près de votre bouche et Oui. parlez au peuple. Voilà. Bon, deux remarques très brèves avant ma question. La première, je suis enchantée, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, de comprendre que finalement, une obligation qui devrait être faite à tous les grands responsables politiques, administratifs ou entreprises, ce serait tout de même de passer par une psychanalyse ou un travail d'autonomie. Ça me paraît fondamental pour l'avenir. Deuxième remarque, je suis tout à fait surprise que quand vous parlez de la psychanalyse, de la psychologie, vous n'évoquiez pas Jung. En ce qui me concerne, par lecture et par expérience, je considère que c'est un mouvement extrêmement vivant qui a entraîné des processus très vivants, des évolutions, peut-être pas en France, mais en Allemagne, en Suisse et de l'autre côté de l'Atlantique, qui me paraissent très importantes et encore une fois très, très vivantes actuellement. Troisième... Alors, ma question maintenant, si vous voulez... À qui vous référez-vous? Jung, je pense à Marie-Louise von Franz et des ouvrages que j'ai lus d'amis américains qui m'ont parlé. Bon, alors là, ça devient très relationnel et très personnel. De l'autre côté des États-Unis, je crois que ça s'appelle L'homme sauvage ou quelque chose. Comment s'appelle ce de Robert? Vous connaissez peut-être? Le nom m'échappe, je suis désolée, je ne l'ai pas en tête. Un psychologue jungien américain. Si ça me revient, je le dis. Ma question maintenant, je reviens au début de votre intervention. Et c'est une question peut-être sur l'avenir. J'ai été entraînée par ce que vous avez dit sur la création de l'imaginaire social, j'allais dire du mythe, enfin on peut le dire comme on veut, hébreu, et de l'autre tendance très forte avec laquelle il doit y avoir une dialectique depuis 2 millénaires, de la pensée grecque et de la rationalité grecque, si je peux le traduire ainsi. Aujourd'hui, on arrive à une crise de la foi, d'un certain côté, pour tout ce qui est tendance hébraïque et chrétienne. On arrive également à une remise en cause de la rationalité pure. Et c'est effectivement peut-être un début de réponse avec la psychologie, la psychanalyse. Dans cette période où tout est contesté, il y a un mouvement, je ne sais pas s'il est occidental ou si ça va plus loin, qui tourne autour, alors je vais peut-être vous faire bondir, autour de... Ah, comment ça s'appelle? Ça y est, j'ai un trou, c'est affreux. C'est affreux. J'ai un trou. Je n'y comprends rien. Essayez de trouver. Qui tourne autour de quoi? Je n'y comprends rien. Non. Je suis désolée, je fais référence au mouvement de pensée qui vient des États-Unis surtout, qui signifie le New Age. Merci, c'est votre gentillesse. J'aurais bien aimé que vous donniez votre réaction sur est-ce un nouvel imaginaire créé par une société en transition ou bien est-ce que c'est parti de fantasmes qui pour vous n'ont pas de sens? Merci. Bien, je vais essayer de répondre un peu rapidement, pour autant que j'ai bien pénétré l'esprit de la première et de la troisième question. Pour la deuxième, je dois avouer mon ignorance, je ne sais pas de quoi vous parlez ni de qui. Alors, pour la première question, je n'ai jamais dit que tous les éducateurs doivent passer par une psychanalyse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que le système d'éducation soit suffisamment inspiré par les principes de l'autonomie, y compris dans leur dimension psychanalytique, pour amener les éduqués à
être capables à se mettre en question eux-mêmes et à se poser la question des mobiles profonds de leurs actes ou de leurs désirs ou de leurs pensées. N'est-ce pas? C'est ça que je voulais dire. Maintenant, quant au troisième point, qui est plus fondamental peut-être, il est certain qu'il y a dans les sociétés occidentales, et attention, pas ailleurs, une crise de la foi religieuse, ça on le voit, les statistiques montrent que les Français, encore dans leur majorité, tiennent à être enterrés religieusement, moins à se marier religieusement et très peu à être baptisés. Bon, mais en même temps, ceux qui tiennent à être enterrés religieusement ne sont pas croyants forcément. Bon, donc il y a ça. Par contre, vous savez, comme vous le savez aussi bien que moi, dans les pays qui sont touchés par le mouvement de modernisation à l'occidentale et où les sociétés traditionnelles sont ébranlées, mais à leur place rien ne vient se mettre, il y a un renouveau du fondamentalisme religieux. Alors ça, nous ne pouvons pas en parler, ça c'est, je crois, assez facile à comprendre. La question là est, est-ce qu'il y a des moyens pacifiques pour répondre à cela? Et je crois que si ces pays suivent cette évolution, c'est à cause de la faillite culturelle de l'Occident contemporain. Je veux dire, quand on propose aux Iraniens ou aux Égyptiens de remplacer le Coran par des vidéoclips de Madonna, la réponse ne paraît pas tellement difficile, n'est-ce pas? Bon, ou par les derniers films de gangsters ou de violence, de serial killers ou de sexe, etc. Bon. Donc il y a cette crise qui est une crise de l'imaginaire religieux, à mon avis, je pense, la crise terminale de l'imaginaire religieux, à moins qu'il y ait à nouveau une grande vague qui englobe l'humanité, en tout cas l'humanité occidentale, et vous avez tout à fait raison à dire que il y a aussi une crise de la rationalité au sens traditionnel. C'est-à-dire, cette rationalité s'est décomposée aujourd'hui en deux parties. L'une, c'est les sciences, mais qui, dans leur exercice majoritaire, de façon écrasante, sont devenues des technosciences, non seulement parce qu'elles sont très en liaison avec la technique, non seulement parce qu'elles ne peuvent travailler qu'en mettant en œuvre d'énormes moyens techniques, mais parce que leur esprit même est devenu, si on peut dire, technicisé. Il y en a, heureusement, mais il y a peu de grands scientifiques qui posent les questions fondamentales que leur activité scientifique soulève, qu'il s'agisse des questions pratiques, du sort, par exemple, maintenant vous avez, le clonage des êtres humains, c'est le millième exemple. Alors, mais aussi des questions théoriques, philosophiques. Or, je parlais de cette division entre la science et entre une philosophie qui a cessé d'être une philosophie. Parce que ce qu'on appelle actuellement philosophie dans la société, aussi bien en France qu'en Angleterre, qu'aux États-Unis, qu'en Allemagne, c'est soit de l'histoire de la philosophie, activité qui est tout à fait honorable et importante, et nous avons d'ailleurs de très bons historiens de la philosophie, en France par exemple, pour ne citer que lui, Alain de Libera, est un excellent historien de la philosophie du Moyen-Âge. Il est exemplaire. Mais enfin, c'est de l'histoire de la philosophie, c'est pas de la création philosophique. Ou bien les autres, et là je ne citerai pas des noms, ne font que commenter à l'infini les textes anciens et écrire des cartes postales sur Socrate, qui vont de Socrate à Edgar Allan Poe, etc., etc. Ce n'est pas de la philosophie non plus, tout cela étant protégé derrière les dictats de Heidegger sur la clôture de la métaphysique occidentale, qui est une bourde énorme. Les vrais problèmes de la philosophie, c'est-à-dire les problèmes de l'ontologie d'un côté, de la théorie de la connaissance de l'autre, sont plus que jamais là. Ils sont ravivés et non pas résolus ou éliminés par les développements de la science moderne. Et ce dont nous avons besoin,
c'est une science pensante et une philosophie qui est capable de tenir compte des évolutions, des révolutions même que connaît la science. Et ça, si je peux dire, ça n'existe pas actuellement. Les exceptions étant comptables peut-être sur un doigt de la main. On n'entend pas. Voilà. Paris, c'est presse. Allez-y, allez-y, allez-y. Plus fort, s'il vous plaît. Je voudrais vous interroger, Monsieur Castoriadis, dont j'ai lu récemment La montée de l'insignifiance et Fait et affaires, ce qui m'a régalé. Je voudrais vous interroger, là, en vous écoutant, sur le ou l'essence profonde de radical. De radical, imagination radicale. Je crois avoir compris en vous lisant que l'imagination faisait partie de l'être. Et est-ce que vous ne dites pas davantage? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'utiliser le mythe comme quelque chose de fondateur, de créateur de l'être lui-même? Et est-ce que vous n'êtes pas en train aussi de prendre l'imaginaire de la sortie de l'imagination, de la sortie de la sphère culturelle pour la mettre au centre de la politique, de la philosophie et finalement de l'être, quoi. Et peut-être y a-t-il encore des sens que je n'ai pas vus. Alors je voudrais que vous précisiez le sens du mot radical, imagination radicale. Oui, très très bonne question. J'utilise le sens radical aussi, si vous voulez, comme au sens d'une création fondamentale. Bon, alors l'imagination n'est pas un monopole de l'être humain, tel que je l'entends. Je m'explique. La sensorialité, le contact du vivant avec le monde extérieur, crée pour le vivant, ou le vivant crée pour lui, un monde propre. Il y a un monde propre des abeilles, il y a un monde propre des baleines, il y a des couleurs que les abeilles voient et que nous ne voyons pas, il y a la lumière polarisée que les tortues de mer voient et que nous ne voyons pas, si nous n'avons pas des appareils. N'est-ce pas? Bon. Or, qu'est-ce que c'est que cette sensorialité? Ça, c'est resté inconnu dans l'histoire de la philosophie. On dit que la physique explique notre vision. Elle explique rien du tout. Pour la physique, il y a des longueurs d'onde. À ces longueurs d'onde, on fait correspondre des couleurs. Mais les longueurs d'onde n'expliquent pas les couleurs. Il n'y a aucun rapport entre une longueur d'onde de je ne sais pas quoi, 4 angstroms, et la couleur bleue. La couleur bleue est une pure création, une création radicale de l'être vivant. Nous sommes d'accord? Bon. De même, par exemple, les formes logiques les plus élémentaires. Prenons les catégories de l'un et de plusieurs. Essayez de parler bas, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que l'un et le plusieurs? Est-ce que cette salle est une? Est-ce que les plusieurs? Quels plusieurs? C'est les plusieurs individus? C'est les sièges? C'est la lumière? C'est les neutrinos qui, venant de galaxies lointaines, la traversent à tout instant au taux de plusieurs milliards par seconde? C'est quoi? Bon. L'être vivant est obligé d'établir des unités élémentaires, c'est-à-dire de créer une catégorie d'unités, aussi bien par exemple pour le chien qui chasse un lapin. Le chien a une sorte de perception du lapin, et même plus que cela, et il a conscience de l'unité du lapin. C'est ce lapin-là qu'il continue à poursuivre.
Sauf si en route, il trouve un gras lièvre, peut-être, et elle abandonne le lapin pour le lièvre. Bon. Alors, la même chose pour nous. Nous avons la catégorie de l'un et la catégorie des plusieurs, mais c'est évident que ces catégories, comment dire, nous les utilisons suivant les besoins de ce que nous voulons penser ou de ce que nous voulons faire. Alors, aussi bien l'imagination radicale de la sensorialité que l'imagination radicale de la logicité, si je peux dire, de l'être humain des catégories. Bien sûr, si elles permettent aux êtres vivants de vivre, c'est parce qu'elles se rencontrent avec quelque chose. Elles se rencontrent avec des propriétés du monde en lui-même, si je peux dire, qui rendent ce monde organisable selon ces catégories. Mais nous ne pouvons pas dire que cette organisabilité du monde selon ces catégories, ou cette perception du monde selon ses couleurs, épuise le monde. Loin de là. Nous le savons pour les couleurs, par exemple. Nous savons que le monde en soi n'est pas coloré. Les couleurs existent dans notre perception de la couleur. Dans le monde physique, il y a des longueurs d'onde et puis c'est tout, des radiations électromagnétiques. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces radiations électromagnétiques? Nous ne savons pas. La physique travaille, en fait, elle ne veut pas l'admettre, mais elle travaille en découvrant des strates successives de l'existant physique qui chacune présente des attributs et même des catégories différentes, comme l'a montré aussi bien la relativité générale que la théorie du quantum. Et là, on a besoin de catégories différentes. Par exemple, ce qui nous apparaît comme essentiel, la séparabilité n'existe pas en physique quantique si on croit les résultats les plus importants des 10 dernières années. Bon. Alors, donc cette imagination est radicale en ce sens-là, c'est qu'elle fait surgir une forme d'être, parce que nos perceptions et nos pensées sont, n'est-ce pas? Il n'y a pas que les tables qui sont. Nos rêves sont. Ils existent, peu importe s'ils existent pour chacun de nous, ils existent pour quelqu'un. Il y a donc création d'un niveau ontologique qui est propre et qui correspond à l'imagination. Maintenant, l'imagination du vivant est une chose, du vivant en général, l'imagination humaine est une autre chose, l'imagination du vivant est essentiellement fonctionnelle, c'est-à-dire elle sert à conserver et à reproduire le vivant. Le propre de l'imagination humaine, sa gloire et sa tragédie, c'est qu'elle est défonctionnalisée. N'est-ce pas? Bon, voilà, elle est au service de choses qui n'ont rien à faire simplement avec le manger et le copuler. Bon. Alors, voilà en quel sens j'appelle radical l'imagination et aussi l'imaginaire social, parce que l'imaginaire social fait exister des entités qui n'ont aucun sens ni en biologie ni en physique. L'institution, par exemple, ou la signification imaginaire sociale. Nous parlons de Dieu, des saints, de la loi, du juste et de l'injuste, du citoyen, de la vertu, etc., etc. Tout ça, un biologiste, je dirais, ne connaît pas, n'est-ce pas? Un physicien, encore plus. Il les connaît en tant qu'il est citoyen, peut-être, enfin, ou certainement, mais c'est autre chose. Donc là aussi, nous avons une création radicale, au sens qu'une forme d'être différente, autre, pas simplement différente, autre, surgit, émerge, et que nous ne pouvons pas rendre compte de cette émergence par des causes, en la ramenant à des causes. N'y a-t-il pas, monsieur, n'y a-t-il pas une limite ou des limites à l'imaginaire social, par exemple, ou à l'imaginaire individuel? Est-ce qu'il n'y aurait pas des limites issues d'une nature, d'une essence? Est-ce que l'homme peut se proposer dans une société de faire n'importe quoi? Non, ce n'est pas possible. Non, bien sûr, bien sûr. Aussi bien l'imagination radicale de l'être humain
que l'imaginaire radical des collectivités est contraint, fonctionne sous des contraintes. Ces contraintes, on pourrait les énumérer. Par exemple, l'institution de la société par un imaginaire radical ne peut jamais oublier le fait que les êtres humains doivent manger. Ou il ne peut jamais oublier le fait que d'une façon ou d'une autre, les rapports de reproduction, les rapports sexuels doivent être réglementés. À la limite, ne pas être réglementé, c'est encore une forme de réglementation, mais enfin, sera jamais, géré instinctuellement, comme c'est le cas chez les singes, même les plus supérieurs. Voilà. Donc il y a là des contraintes. Et il y a d'autres contraintes beaucoup plus importantes. Je me suis expliqué dans le dernier texte de Faits et Affaires, ce serait un peu trop spécial, mais par exemple, l'institution de la société et les significations imaginaires sociales doivent être jusqu'à un certain point cohérentes. Et ça, c'est une contrainte que l'imaginaire radical collectif ne peut pas surmonter. Seulement, il faut voir que le type de cohérence est différent selon les sociétés, n'est-ce pas? En plus, par exemple, pour presque toutes les sociétés hétéronomes, il faut que les significations imaginaires sociales forment un monde clos. C'est-à-dire que toute question qui peut être posée dans cette société trouve sa réponse dans le système de croyance établi. C'est plus le cas tout à fait pour les nôtres. Mais voilà, c'est une autre contrainte. Tout à fait autre chose et une question précise. Que pensez-vous de l'ouvrage de Viviane Forester, L'horreur économique, et comment analysez-vous le succès phénoménal de ce livre? J'avoue à ma plus grande honte que je n'ai pas lu le livre de Viviane Forester. J'ai lu quelques critiques, enfin quelques comptes rendus. Je crois savoir à peu près de quoi il parle. Il parle du devenir inutile de l'être humain en tant que travailleur, n'est-ce pas, c'est ça? Bon. En quoi elle n'a pas tort. C'est une idée que j'épouse tout à fait, que j'ai exposée moi aussi, mais pas du tout dans les mêmes termes, etc. Et je crois que son succès s'explique comme une réaction à cette dictature quasi-totalitaire, on peut dire, de la pseudo-pensée pseudo-libérale qui régit nos sociétés depuis une vingtaine d'années. Et plus généralement d'ailleurs à la dictature de la signification économique. Au fait que dans la société capitaliste ne reste qu'une signification. C'est l'économie et ce qui peut être acquis par l'économie, par l'argent. Je peux apporter une précision. Dans le livre, ça me revient à l'instant même, là, Cornelius Castoriadis, il y a une phrase où il dit que le prix à payer pour la réalisation du projet d'autonomie, c'est le sacrifice du primat de l'économie. Hein, c'est ça. Oui, c'est destituer l'économie du primat indu qu'elle a acquis et la remettre à sa place, c'est-à-dire de simples moyens de l'existence humaine et non pas fin de l'existence humaine. Je voudrais vous poser deux questions qui sont liées. La première, lorsque vous avez parlé de l'imaginaire hébraïque et de l'imaginaire grec, on est évidemment frappé, vous l'avez dit, par la contemporanéité de la naissance de ces imaginaires, auxquels peut-être on pourrait ajouter encore ailleurs la pensée bouddhiste. Et la pensée bouddhiste. Oui. Et donc, la première question que je vous pose, est-ce que l'origine de cette contemporanéité n'est pas, à contrario, le fait que s'il avait existé ou s'il existe antérieurement un imaginaire social dominant, qu'il empêche de fait toute création radicale, nouvelle? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, qui est la même si vous voulez projeter dans le présent, c'est est-ce que la condition pour que la société contemporaine sorte de cette atonie dont vous parlez et crée peut-être quelque chose de nouveau, est-ce que cette condition n'est pas la disparition
des imaginaires dominants de notre siècle, c'est-à-dire disparition peut-être des religions du livre, qui existent toujours très fort, disparition de ce qu'a été le mouvement ouvrier, qui a été un grand imaginaire du XXe siècle. Est-ce qu'il ne faut pas que ces modes de pensée disparaissent pour que quelque chose de radicalement nouveau et nécessaire puisse apparaître? Oui, je répondrai d'abord à votre deuxième question, parce que la réponse est un peu plus simple. Je crois qu'il n'y aura pas de transformation politique essentielle de la société s'il ne surgit pas une nouvelle vague de création de significations imaginaires sociales. Ça, c'est sûr. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui, ce que nous voyons clairement, c'est qu'il faut démolir les significations qui existent. Il faut démolir la signification du primat de l'économie, il faut démolir la signification de la hiérarchie du pouvoir, par exemple, il faut démolir l'idée des experts comme devant et pouvant décider de tout, etc., un tas d'autres choses, mais il faut inventer des valeurs positives et des formes de vie en commun qu'un individu, à moins qu'il soit prophète, je ne sais pas, ne peut pas inventer, qui est une œuvre collective. Et aussi longtemps qu'un tel mouvement collectif ne paraît pas, il n'y aura pas de changement de la société. Mais dans ce mouvement collectif, nous pouvons le préparer. Ça, c'est certain. Et tout ce que nous faisons dans ce sens, que nous parlions comme nous parlons, que nous écrivions des livres, ou qu'à l'endroit où la vie nous a placés chacun, nous essayons d'être le plus lucide et les plus responsables possible, nous préparons quelque chose de nouveau. Maintenant, quant à votre première question, je crois que vous avez peut-être mal compris l'esprit dans lequel j'ai cité ces deux cultures, et même si on ajoute le bouddhisme, ça irait dans le même sens. Je les ai cités comme exemple extrême, si vous voulez, d'une différence, une altérité des significations imaginaires que deux sociétés qui vivent à une distance de 1000 km et qui sont à peu près contemporaines peuvent créer. Il n'y a aucun rapport entre la création hébraïque et la création grecque. Aucun. Bon. Et on pourrait dire d'ailleurs la même chose pour la création bouddhique, par rapport aux deux autres, et vice-versa. Alors, vous dites, est-ce que l'imaginaire social qui prévalait auparavant empêchait cette création? Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Parce que, hein? Est-ce que cette contemporanéité ne vient pas parce que si Un imaginaire avait dominé auparavant, il aurait empêché. Il aurait empêché la naissance du neuf, et que c'est la raison pour laquelle ce qui s'est développé devait être contemporain. Ce qui s'est développé différemment devait être contemporain. C'est une question qui est impossible à répondre, mais je ne vois pas pourquoi. En tout cas, avant la naissance de la civilisation grecque et de la civilisation hébraïque, comme aussi du bouddhisme, il y avait des cultures très importantes, vous le savez, en Mésopotamie, en Égypte, en Inde, en Chine, bon, qui sont aussi des créations. Seulement, malgré leur importance, comment dire, à d'autres égards, elles n'ont pas marqué notre histoire. Je ne dis pas l'histoire en général, je n'en sais rien. Elles n'ont pas marqué notre histoire autant que ces deux-là, c'est-à-dire la grecque et l'hébraïque. une question là-bas au fond de la salle. Oui, non, ça marche pas. Je suis un peu fatigué. Oui. Bon. Oui, j'aurais deux questions à vous poser. La première, c'est pour revenir sur ce que vous avez dit au départ de votre intervention, sur le fait qu'une société produit des institutions et ces institutions, à leur tour, déterminent l'être social, l'individu en tant qu'être social. Et qu'inversement, les individus peuvent réagir et agir sur ces institutions. Autrement dit, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu plus sur cette articulation sur laquelle on est beaucoup à se casser la tête, puisque vous situez ni d'un point de vue, je dirais, holiste, structuraliste, ni d'un point de vue individualiste. Est-ce qu'il y a des notions intermédiaires qui vous permettent de traiter cette articulation? Autrement dit,
comment passe-t-on, si vous voulez, de la création individuelle à la création collective? Parce que vous avez parlé de la création individuelle, ça on a parfaitement compris. Au niveau de la société, vous avez dit, nous, on peut agir sur les institutions. Comment se fait cette action? Autrement dit, comment les institutions se transforment-elles avec votre schéma d'analyse? Et la deuxième question, c'est sur votre considération, je dirais, très pessimiste sur le mouvement social aujourd'hui. Qu'avez-vous pensé de ce qui s'est passé en France en décembre 1995? Bon, la première question, évidemment, est de loin la plus importante et aussi la plus difficile, n'est-ce pas? Ce que nous avons dans l'histoire précédente, disons, l'histoire gréco-occidentale, c'est la création d'une énorme quantité de sociétés autres. Si vous lisez des ethnologues, par exemple, vous verrez que dans la même jungle ou dans la même île de la Polynésie ou de la Micronésie ou de la Mélanésie vivent 5, 10, 15 tribus différentes avec des coutumes, des styles de vie et même des types anthropologiques, à en croire du moins les anthropologues, tout à fait autres. Donc il y a cette particularité des collectifs humains de s'instituer chacun dans sa manière, selon sa manière, et de s'instituer dans une clôture. Là-dedans, les individus qui sont fabriqués, j'utilise exprès le mot fabriqués par la société, ils sont vraiment fabriqués pour faire fonctionner cette société et ne pas la changer. Bon. Cet effort de l'institution sociale de se perpétuer, de se conserver comme ça, si je peux utiliser cette image un peu anthropocentrique, ne réussit presque jamais. Il y a toujours un changement dans la vie sociale, un changement qui, dans les sociétés qu'on appelait autrefois sociétés sans histoire et dont on a montré qu'elles ont bel et bien une histoire, est simplement terriblement lent. C'est-à-dire il se passe sur des millénaires, et dans d'autres sociétés, comme par exemple les sociétés déjà du Moyen-Orient à partir de l'an 4000, et encore plus à partir de la Grèce et encore plus à partir de l'Europe moderne, changent à une vitesse qui aurait été absolument vertigineuse pour d'être des sociétés précédentes. Pourquoi les premières sociétés changent quand même? Parce qu'on ne peut jamais... Ça, c'est la psyché humaine. Fabriquer des individus totalement conformes. Les individus rêveront, les individus transgresseront, les individus tomberont malades, les individus deviendront fous. Mais ils ne seront pas conformes, pas tous. Là, il suffit d'ailleurs pour que la société fonctionne que les 95% par exemple soient conformes, n'est-ce pas? Et à ces formes de dissidence par rapport à la société, ces sociétés-là, les sociétés disons archaïques ou traditionnelles, ont toujours trouvé des réponses. Il y a des peines pour les transgresseurs, il y a des interprétations canoniques des rêves, il y a des cures canoniques par les chamans ou les mages de la tribu aux maladies somatiques ou psychiques, etc., etc. Bon. Il n'empêche qu'à un moment donné, même ces sociétés-là changent plus radicalement, ce qui implique un changement simultané des individus et de la collectivité. Ce changement à peu près simultané est un des mystères de l'histoire. Nous pouvons l'observer de nos propres yeux, par exemple, en Grèce ancienne. Nous pouvons aussi l'observer en Europe occidentale. Je prendrai plutôt l'exemple de l'Europe occidentale. Bon, je dis deux mots sur la Grèce ancienne. Pour que la polis naisse, la cité au sens grec du terme, il faut une création collective, c'est évident. Il n'y a pas des gens qui se réunissent en assemblée pour dire nous allons former une police. Mais il faut que cette création collective trouve devant elle une sorte de matériel déjà préparé. C'est-à-dire des êtres humains qui acceptent désormais de vivre comme des citoyens d'une cité et non plus comme sujets d'une roi.
d'un roi, n'est-ce pas? Par exemple, quand vous lisez l'Iliade, je crois que vous aussi, comme tout le monde, moi en tout cas quand je la lisais dans mon adolescence, j'adorais ce poème et en même temps je me posais la question, que diable, j'avais aussi lu les histoires de la Grande Guerre, de la 14-18, bon, que diable font tous ces milliers et milliers d'Achaéens, des Troyens qui sont là pendant les batailles? Ils ne font rien. Parfois seulement il y a une vague qui avance. Autrement, il y a Patrocle et Hector et Achille, etc., etc. Et ça correspond à une forme sociale. C'est-à-dire le combat, c'est essentiellement le combat individuel, le combat des héros, et peut-être des combats individuels des autres. Puis, très tôt, en même temps que la police, se crée une autre forme d'organisation militaire qui est la phalange. Il y a eu des historiens qu'on peut appeler des matérialistes militaires, comme les matérialistes économiques, qui ont voulu expliquer par la phalange la naissance de la cité et de l'idée de l'égalité. Mais pour qu'il y ait phalange, il faut qu'il y ait l'esprit d'une certaine égalité pendant la bataille. Parce que la phalange, on est organisé de telle façon que je protège mon citoyen de droite en même temps que mon citoyen de gauche me protège avec son bouclier, etc. N'est-ce pas? Bon. Et que je protège ceux qui sont derrière moi, mais qui sont derrière moi aussi nous protègent. C'est-à-dire, je ne peux pas être Achille dans la phalange. Bon, je ne veux pas m'étendre, mais admirable l'histoire des Spartiates qui n'ont pas donné le prix de la victoire de Platée à deux types qui pour laver une honte qu'ils avaient contractée, s'étaient battus comme des enragés parce qu'ils s'étaient battus comme des individus et en dehors de l'ordre de la phalange. Bon. C'est-à-dire la naissance de la phalange implique déjà l'imaginaire de l'égalité. Il n'y a plus d'Achille et de Thersites, n'est-ce pas? Il y a des citoyens qui sont égaux. Et en ce sens, c'est déjà une sorte de condition de la démocratie. Il fallait donc qu'il y ait des individus préparés à se battre comme ça pour que la cité devienne une cité de l'isonomie, c'est-à-dire d'une loi égale pour tous. Prenez dans les temps modernes la naissance du protestantisme. Il y a un rôle énorme, bien sûr. Bon, il y a des conditions qu'on peut dire négatives. Il y a le délire de la papauté, les excès, les indulgences, tout ce que vous voudrez, les scandales des évêques, des monastères. Il y a un mouvement des idées, c'est quand même le début, pas le début, c'est le plein milieu de la Renaissance. Il y a des gens qui se posent des questions. Et puis il y a un pauvre moine qui s'appelle Luther, qui tout seul défie le monde existant et colle sur les portes de l'église de Nuremberg, je crois, ces thèses qui contestent tout cela. Bon. Alors, contrairement à ce qui s'est passé avec un tas d'autres auparavant, l'Église ne peut pas se saisir de cet individu, le faire passer par un procès et le brûler. Faire un acte de foi, un autodafé, et brûler les infidèles. Bon, pour le salut de leur âme d'ailleurs. Bon. Alors, elle ne peut pas. Pourquoi elle ne peut pas? Parce que tout de suite, Luther agit comme catalyseur dans une société qui est prête à accepter ce message. C'est-à-dire qu'on ne veut pas d'une église hiérarchisée, que chacun a un rapport direct personnel avec Dieu, que la seule chose qui est entre l'homme et Dieu, c'est le livre et non pas d'autres hommes, etc., etc. Idées qui sont, malgré les caractères personnels de Luther, qui était autarchique, antisémite, tout ce que vous voudrez, quand même des idées qui vont dans le sens de l'autonomie, n'est-ce pas? Bon. Et là, vous voyez la naissance d'une nouvelle institution sociale, de nouvelles institutions imaginaires. On a été même, comme vous le savez, Weber pour dire que le capitalisme avait comme condition nécessaire le protestantisme, en tout cas le calvinisme, etc. Mais en tout cas une nouvelle base imaginaire de l'institution de la société, puisque la religion était tellement importante à l'époque, qui est déclenché par le mouvement d'un individu, puis de deux, trois autres, Zwingli, Calvin, etc., mais qui quand même immédiatement
prend feu comme une étincelle dans une plaine où l'herbe est tout à fait sèche. Bon. Et ça veut dire qu'il y avait quand même tout un mouvement moléculaire profond de la société à travers les individus qui n'attendaient que ça pour exploser. N'est-ce pas? Voilà à peu près comment je vois ce rapport. Maintenant, pour le mouvement de décembre 95, ma vue est assez mélangée parce que d'un côté, j'ai bien sûr approuvé le mouvement parce qu'il était contre l'arbitraire, le côté technocratique, etc., des mesures de Juppé. De l'autre côté, je ne peux pas me cacher, je ne veux pas me cacher que dans ce mouvement, et malgré l'énorme et justifié soutien populaire qu'il avait, soutien populaire d'ailleurs qui exprimait aussi l'irritation de toute la population contre le gouvernement, irritation justifiée, il y avait quand même des côtés corporatistes, c'est-à-dire avec des revendications qui n'étaient pas généralisables, ne pouvaient pas être généralisées, des spécifiques à ces corporations, et dans l'état actuel de la société correspondaient à des relatifs privilèges de ces corporations. Donc je désapprouvais aussi bien les gens d'esprit qui approuvaient la réforme de la sécurité sociale par Juppé, que Bourdieu qui a voulu devenir tout de suite le porte-parole intellectuel du mouvement, etc., en ne voyant pas qu'il y avait des problèmes énormes qui étaient posés là-dedans, parce que bon, il y a une institution qui s'appelle la sécurité sociale qui est en déficit constant. On ne peut pas dire ni qu'on veut la réformer dans le système actuel, ni qu'on veut s'en foutre et faire n'importe quoi pour avoir ce que nous avions acquis par le passé, vous comprenez? C'est-à-dire, c'est le drame de la situation actuelle, et c'est aussi un des freins des mouvements. Vous voyez par exemple ce qui se passe maintenant avec Renault, il y a M. Schweitzer qui annonce 3000 par an, on va les éliminer. Bon. Ou autrement, c'est la faillite de Renault. Alors, quelle est la réponse à cela? La réponse, c'est une transformation radicale de la société. Mais on ne peut pas dire aux gens, venez, on va changer le monde. Vous comprenez? Dans tous les 2 siècles précédents, il y avait des revendications partielles qui étaient des passerelles dans le passage, dans le mouvement des gens, de leur irritation ou exploitation individuelle à un combat collectif qui pouvait être généralisé et propulsé. Maintenant, la situation précisément, à cause de l'ultralibéralisme, de la globalisation, etc., n'est plus pareille. Et c'est ça qui crée aussi une difficulté dans l'époque. Bon, une dernière question à 18h dans l'électorat. Une question de la salle. Oui. Dans votre dernière publication... Plus fort, s'il vous plaît. Dans votre dernière publication, que j'ai lue avec beaucoup de plaisir et d'intérêt, il y a une seule fois la mention à la filiation, au terme de filiation, qui me paraît... J'ai pas compris. D'invitation à quoi? À la filiation, à ce concept juridique et généalogique central. Dans votre dernier ouvrage, hein, il y a une référence à la filiation. J'ai pas compris. À la délation. À la filiation. C'est pas hasard si on entend mal ce terme. Je sais pas. Bon. Bien. Oui, dans votre dernière publication, donc, j'ai lu, sauf erreur de ma part, 2 mentions au concept juridique de filiation. Il me semble que pour changer radicalement la société et pour faire, comme vous le faites, une théorie de l'imaginaire radical, il faut effectivement poser la question de la collectivité en tant que capacité ou puissance sociale instituante. C'est une affaire entendue. Mais sur l'autre pôle, dans le fond, de l'institution, dans son noyau juridique, quels sont les dispositifs théoriques que vous mettez en place, au regard, par exemple, d'abord de l'œuvre anthropologique de Freud, de Totem et Tabou jusqu'à Moïse et le monothéisme, il problématise de façon assez centrale ce que Pierre Legendre appelle la question généalogique de l'Occident. Alors j'aimerais savoir s'il y a une compatibilité possible, ce que je ne crois pas, hélas, dans votre travail,
avec l'énorme travail solitaire que Pierre Legendre mène en tant que directeur laboratoire de l'affiliation, directeur du laboratoire européen de l'affiliation. Écoutez, vraiment suivi son œuvre, ce serait pas sérieux de ma part de vous répondre. Quant à Freud et Totem et Tabou, il y a une critique assez longue de ce livre et des idées de Freud sur l'anthropologie, si je peux dire, qui est dans Labyrinthe 4, je crois, n'est-ce pas, Freud, la société et l'histoire. Je crois que Totem et Tabou est une tentative intéressante, comme tout ce qu'a fait Freud, mais tout à fait échouée, d'établir une genèse de la société. Parce que les individus dont il parle, c'est déjà des individus socialisés. Les frères entrent en accord pour tuer le père. Le pouvoir du père est déjà une institution. Le langage est présupposé dans tout cela. Les fils sont ambivalents à l'égard du père. Je n'ai jamais vu un chiot être ambivalent à l'égard de son père. Bon, donc il y a tout cela qui est présupposé là-dedans. De même, dans Moïse et le monothéisme, ce qui est expliqué, c'est très étrange, c'est pas le monothéisme. Moïse et le monothéisme part de l'hypothèse que le monothéisme était déjà inventé par Akhenaton et établi en Égypte. Et que seulement les Hébreux étaient les seuls à le recevoir, à l'accepter, mais à leur corps défendant jusqu'au point où ils ont été à tuer Moïse, etc., etc. Après quoi, il y a eu un retour du refoulé après plusieurs siècles, chose que moi je considère comme de la mythologie. Un retour du refoulé après des siècles collectif, je le considère comme de la mythologie. Voilà. Bon, oui. Simplement un petit ajout historique, à savoir que le mouvement révolutionnaire marxiste, socialiste au XIXe siècle semble avoir assez bien compris au départ, mais ensuite assez mal traité la question du prolétariat et de la filiation avec la question de la généalogie. C'est-à-dire que très concrètement, pour la bourgeoisie du XVIe siècle au XIXe siècle, le prolétariat était traité comme un bétail reproducteur. Et il semble que ce qui a fait la dignité politique et juridique au départ du mouvement révolutionnaire marxiste, ça a été précisément d'offrir au prolétariat les cadres juridiques d'une filiation possible, c'est-à-dire de ne plus être traité, c'est une remarque de Pierre Legendre dans sa leçon 4, comme simplement un peuple, enfin même pas un peuple, un bétail reproducteur. Vous voyez tous les enjeux socio-biologiques qu'aujourd'hui encore nous pouvons retrouver à l'intérieur des sciences humaines et dont Lacan et Freud se sont toujours démarqués très clairement. Mais il nous semble que Lacan est quand même en retrait par rapport à Freud sur la question de l'institution, sur la question de la filiation, sur la question des principes généalogiques de l'Occident, à partir de quoi le marxisme et la psychanalyse, pour le genre, ont pu s'inscrire. Il me semble que vous-même, vous avez tous les moyens théoriques pour aller plus loin dans cette direction-là. Je n'ai pas de commentaire. Bon, je crois que je suis bien sûr fier comme un bar tabac planté dans un hameau des Corbières d'avoir servi de modérateur. Vous posez des questions qui nous permettent d'avancer, et ces questions déjà viennent déverser leur, leur lecture, c'est très bien. Mais moi, je ne suis pas venu ici pour ça. Je suis venu pour venir nous aider. Mais ça va beaucoup gêner si vous avez répondu. Et prenez le micro, je n'entends rien à ce que vous dites. C'est pas ce que vous avez entendu. Excusez-moi, sans micro, j'ai essayé de faire émerger l'idée que nous n'étions pas venus pour écouter des gens qui, c'est louable, viennent faire état de leur connaissance, de leur lecture, y compris de votre œuvre, monsieur. Mais il me semble que ce qui peut nous faire avancer tous, c'est dans ce sens de cette autonomie. Moi, par exemple, j'ai un peu regretté que vous ayez été amené à répondre sur 95, sur le mouvement de 95. Ça, je n'ai pas à dire si vous avez tort, si vous avez raison, mais on n'a pas à attendre de vous une espèce d'explication, disons, de message un peu de gourou. Moi, il me semble. D'accord. Mais je ne vous le reproche pas, monsieur. Ce que j'aimerais, c'est que vous ayez la possibilité de conclure ici pour nous ouvrir véritablement un chemin vers cette autonomie.
c'est Bon, vous avez tout à fait raison pour ce qui est d'accepter de discuter la question des grèves de 95, parce qu'en effet, c'est pas notre sujet et ça ne sert à rien, pour ainsi dire. Mais je l'ai fait parce que ça conduit à ce problème général que j'ai essayé de situer, c'est-à-dire de l'impasse, du moins apparente, devant laquelle sont les mouvements aujourd'hui. C'est pour ça que la réponse pour le 95 pourrait être partielle et bloquée. La réponse des gens... Ah oui, qui bien ont- sûr, mais bien sûr, c'est pas que les gens étaient mauvais ou méchants ou bêtes. Vous voyez, ce qui me gêne, c'est que dans vos réponses d'intellectuels, vous avez une audience réelle dans le pays. Et si vous êtes amené à critiquer ce mouvement, c'est peut-être louable, mais ce qui risque d'arriver, c'est que déjà cette situation a été bloquée en 95, on ne sait pas ce que l'avenir propose. Mais donc, vous voyez, ici, presque, ces critiques me gênaient. Bon, je conçois tout à fait ça, et d'ailleurs, je n'ai pas voulu intervenir à l'époque. Je n'ai fait que donner, parce qu'ils ont assisté à une petite interview à l'événement du jeudi, où je disais à peu près ce que j'ai dit là, mais j'ai pas voulu intervenir à l'époque, parce que, après tout, on ne savait pas ce que le mouvement pouvait donner comme extension. Bon, mais enfin, fermons ce chapitre, parce qu'on a consacré à ça 5 minutes. On a parlé de tas d'autres choses, n'est-ce pas? Alors, quant à ce que j'ai à dire sur ce qu'il y a à faire, je crois que je l'ai déjà dit. J'ai dit que la société n'est pas morte, elle bouge, qu'il y a des choses à faire, et que même quand on ne voit pas des choses qu'on peut faire collectivement, ce qu'on fait en tant qu'individu, là où on est placé par le cours des choses, est important. Être responsable, être conscient, essayer de rendre plus conscient et plus responsable les autres, et peut-être, à partir d'un certain moment, si on le peut, s'organiser collectivement en vue de ces objectifs. Mais si je disais davantage, je ne serais plus le gourou, je serais le membre de la gîte propre qui est venu ici pour vous organiser, n'est-ce pas? Donc, voilà. Merci à vous tous, merci à Cornelius Castoriadis et à Robert Redeker. Merci. Merci beaucoup.